Voilà, là, je ne vous vois plus, alors je vais y aller comme ça, toute seule à regarder mon écran. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler d'assurer l'efficacité en traitant les comportements interférents avec le suivi. Je vous ai dit tantôt là, que je suis née, je suis tombée dans la TCD quand j'étais petite, donc vous allez entendre parler de comment assurer l'efficacité du suivi, mais avec les termes de la TCD. Les objectifs de la présentation, distinguer les différents comportements interférents avec le suivi et connaître les étapes pour traiter proactivement ces comportements. Si on parle de la hiérarchie des cibles de traitement en thérapie comportementale dialectique, on y va avec une hiérarchie, donc où est-ce qu'en premier, on va traiter pour essayer de diminuer les comportements menaçant la vie de l'usager, donc autant les comportements suicidaires que d'automutilation. Et notre deuxième cible pour lequel on va s'intéresser, ça va être les comportements interférents avec la thérapie, ici que j'ai changé pour interférents avec le suivi pour être un peu plus large dans tous les types de suivi. Et la troisième cible de traitement est les comportements interférents avec la qualité de vie. Donc, nous allons parler aujourd'hui des comportements interférents avec le suivi. Alors, pourquoi veut-on diminuer ces comportements interférents avec le suivi? En fait, c'est qu'on veut augmenter l'efficacité du suivi, on veut viser l'atteinte des objectifs du suivi et développer les habiletés ou les compétences de l'usager, usagère. Là, je vais probablement parler au masculin pour le restant de la présentation pour que ça soit moins lourd. Et aussi, comme autre objectif, c'est d'accroître la probabilité que l'intervenant et l'usager poursuivent le suivi ensemble si on est capable de traiter les comportements qui interfèrent avec la poursuite du suivi. Donc, on a certains postulats au sujet de ces comportements-là. Les postulats, c'est un peu comme une philosophie, une position, une posture qu'on a pour être ouvert, pour ne pas être sur la défensive quand on est dans notre suivi. Alors, les postulats qui peuvent concerner les CIS, les comportements interférents avec le suivi, sont chaque personne, autant l'usager que l'intervenant, fait de son mieux. Et parallèlement à ça, chaque personne doit changer et faire mieux dans tous les contextes. Fait qu'on voit ici une dialectique entre les deux. Fait qu'on essaie de soutenir cette dialectique-là. Donc, chacun fait de son mieux et doit faire mieux en même temps. En même temps, l'autre postulat qu'on a, c'est chaque personne va adopter des comportements interférents avec le suivi, autant l'usager que l'intervenant, sans nécessairement faire exprès. Donc, ça peut être répandu, ça peut être quelque chose qu'on ne se rend pas compte, on peut s'en rendre compte aussi, mais l'idée, c'est que, quelles que soient les causes, on va cibler ces comportements-là, même s'ils sont au-delà du contrôle de la personne. Ce qu'on veut dire par là, je vais vous donner un exemple. Mettons qu'on a un adolescent qui arrive en retard à chacune de ses rencontres de suivi parce que ses parents le reconduisent en retard, ben, même si c'est pas c'est comme de sa faute directement, on va cibler ce comportement-là, on va essayer de résoudre le problème pour trouver des solutions efficaces pour pas qu'il manque son suivi ou qu'il manque des parties de son suivi. Bien entendu, si un comportement interférent qui est présent une seule fois, il n'est pas nécessairement traité. On peut le nommer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ou que cette semaine, tu n'as pas pratiqué l'exercice qu'on avait convenu ensemble? Mais tu sais, si ça arrive une seule fois, ça ne veut pas dire qu'on va passer ou accorder beaucoup de temps à ça parce que c'est une exception. Mais on va quand même vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y a des différents types de comportements interférents avec le suivi de l'usager ou l'usagère. On a trois catégories qu'on va voir dans les prochaines diapos. La première catégorie, ce sont les comportements qui interfèrent avec le fait d'être en mesure de recevoir un suivi. Dans ça, on a des sous-catégories, fait que tous les comportements de non-attention, comme manquer une partie ou toute la séance, être inattentif pendant la séance, par exemple, avoir consommé, être pas capable de soutenir l'attention ou même être somnolent parce qu'il nous manque de sommeil. Bon, tous ces comportements de non-attention. Dans la catégorie des comportements non collaboratifs, on peut avoir, par exemple, refuser de travailler avec l'intervenant,
argumenter sans cesse, répondre constamment, je ne sais pas ou je m'en souviens pas. Et on a une dernière catégorie de comportements de non-observance, c'est-à-dire de ne pas s'engager dans les procédures nécessaires au suivi, comme si on demande de pratiquer un nouveau comportement, puis que ça fait partie de notre suivi, de demander des pratiques comme ça. Quand la personne ne s'engage pas à ces procédures-là, ben ça devient interférent, ou de ne pas tenir d'autres engagements qui sont pris dans le suivi. Euh, on a dans notre deuxième catégorie de comportements qui interfèrent pour l'usager, c'est les comportements qui interfèrent avec les autres usagers. Donc, ce sont les comportements susceptibles de rendre les autres usagers incapables de profiter du suivi. Ça peut être des remarques hostiles, des critiques, des jugements sévères faits au sujet du suivi, mais faits devant d'autres usagers. L'incapacité de recevoir les remarques des autres usagers, par exemple, quand c'est un suivi de groupe ou quand c'est un milieu de vie, où est-ce qu'il y a d'autres usagers d'impliquer. Le refus de résoudre un conflit existant avec un autre usager, fait qu'on voit que ça aussi peut interférer. Et la troisième catégorie, ce sont les comportements qui usent l'intervenant. Fait que chacun, comme intervenant, chacun peut avoir des limites personnelles, mais lorsqu'il y a des comportements qui poussent à bout les limites personnelles de l'intervenant, donc ça peut devenir interférent. Par exemple, je peux avoir comme limite personnelle un certain niveau de dévoilement, mais si j'ai un usager qui me questionne constamment, qui veut en savoir un peu plus, qui fouille mes données ou quoi que ce soit du genre, je peux me sentir inconfortable et ça peut devenir interférent avec le suivi. Euh, il y a aussi les comportements qui poussent à bout les limites institutionnelles. Alors, un usager qui ne va pas respecter ces règles-là de l'établissement, de l'institution où est mon bureau, ça peut devenir interférent. Aussi les comportements qui vont diminuer la motivation de l'intervenant. Des exemples de ça, c'est par exemple quand les progrès sont lents ou quand l'usager va avoir une attitude hostile, des propos sarcastiques, qui va par exemple me traiter comme incompétent, qui va faire des critiques personnelles ou des critiques au sujet de mes valeurs ou de ma famille. Ben ça peut être quelque chose, par exemple, qui peut user l'intervenant. On a aussi les comportements qui réduisent la motivation du milieu ou des membres de son réseau. Fait que si l'usager est dans un milieu de vie, que ce soit un milieu clinique ou un milieu de vie autre, puis que le personnel du milieu est usé, a plus le goût de travailler avec l'usager parce qu'il y a eu des comportements qui ont diminué leur motivation, bien, ça devient interférent. Et aussi, ben, tous les membres de son milieu, fait que Lynn Corey va nous le dire et nous le répéter que les membres de la famille, c'est un atout important, que c'est important d'impliquer les familles dans un suivi. Alors, si notre usager a eu des comportements qui ont usé les membres de son réseau, de sa famille, ça peut devenir interférent. Donc, on peut aussi traiter ces comportements-là durant le suivi. On a aussi des types de comportements interférents que l'intervenant peut avoir, deux grandes catégories, fait que les comportements qui créent un déséquilibre dans le suivi. Il peut y avoir un déséquilibre entre la posture d'acceptation et de changement. Par exemple, si je suis trop dans l'acceptation de l'usager tel qu'il est, ça peut être un problème parce que je ne l'amène pas assez vers le changement. Par ailleurs, si je suis trop dans le changement puis que je pousse vers le changement et que je ne suis pas assez dans la validation de la réalité de la personne telle qu'elle est, bien, ça peut amener ça va être plus difficile pour la personne d'adhérer à ces changements-là. Donc, fait que cette posture de déséquilibre-là peut être interférente et ben, toutes les postures de l'intervenant qui est trop d'un côté ou de l'autre, comme par exemple trop dans le soutien ou par exemple le contraire, être trop, faire trop de demandes à l'usager, pas respecter son rythme. Donc, ça peut devenir interférent.
Et il y a tous les comportements de manque de respect face à l'usager, s'absenter sans aviser, oublier des rendez-vous, avoir une hygiène limite, changer les politiques, permettre les interruptions, téléphone, message, etc. pendant qu'on est en suivi, s'assoupir pendant une rencontre, manger, oublier ce qui a été dit, tenir des propos sexistes, paternalistes ou racistes. Fait que vous voyez, bon, il y a une multitude de comportements que l'intervenant aussi peut avoir qui pourraient interférer avec le suivi. Je vais tout de suite aller à comment on traite nos comportements en tant qu'intervenant, nos comportements qui interfèrent avec le suivi. Donc, on dit qu'il est essentiel de réparer la relation avec l'usager. Puis, on doit traiter nos comportements interférents avec la même rigueur que les comportements interférents de l'usager. Autant l'usager peut nous faire prendre conscience de certains comportements qu'on a eus qui ont interféré avec son suivi, autant nous, on peut en prendre conscience nous-mêmes et notre équipe de suivi, notre équipe multi- ou interdisciplinaire peut aussi nous aider à définir, à voir nos angles morts sur certains comportements qu'on peut avoir qui interfèrent avec le suivi et nous aider aussi à résoudre ces comportements-là. Alors, les grands principes dans le suivi, dans le traitement des comportements interférents, on va présenter ce que c'est un comportement interférent dès le début du suivi et on va aussi nommer qu'ils seront abordés au cours du suivi, comment on souhaite aborder ça et que ça fait partie, bien, comme si on se réfère à la TCD, ça fait partie de nos cibles de traitement. Fait que pourquoi ça fait partie des cibles de traitement, comme ça a été mentionné auparavant. Donc, avoir une meilleure efficacité, s'assurer que la posture des deux personnes est à son meilleur pour qu'on puisse avancer vers les objectifs de la personne, etc. Bon, parlant de posture, donc on veut adopter une posture d'authenticité, d'égal à égal, de curiosité, d'intérêt, d'humilité. On prend conscience de nos propres jugements, fait que c'est sûr que si l'autre personne a adopté des comportements interférents, ça se peut qu'on ait des jugements qui sortent dans notre tête et on va en prendre conscience, puis on va essayer de travailler à éviter ces jugements-là. Et plus spécialement, bon, certains jugements négatifs qui peuvent être liés à certains termes. Fait que des fois, ce n'est pas le terme lui-même, mais c'est la connotation de jugement ou la connotation négative qu'on peut lui porter comme ce patient-là a beaucoup de résistance, puis on dit ça avec un ton, avec le fait comme s'il faisait exprès, ou dire l'usager n'est pas motivé, il veut rien savoir de la thérapie. Bon, tu sais, ces propos-là vont être teintés de jugement, fait qu'on essaie d'éviter et de plutôt décrire le comportement en termes comportementaux, exempts d'hypothèses, exempts de jugement. Aussi, on veut normaliser que les comportements interférents vont se produire, qu'il peut en avoir, tout le monde en fait, et valider ce qui est valide. Fait qu'on peut tout le temps amener l'usager à voir la partie, par exemple, la détresse qui est présente, j'allais dire la souffrance, c'est pour ça que ça a nommé souffrance. Donc, la détresse qui est présente, qui fait que c'est difficile et que le changement peut amener plus de difficultés à ne pas faire de comportement interférent. Il y a une importance aussi d'évaluer le comportement interférent sans assumer, sans amener d'interprétation, sans tirer des conclusions trop tôt avant d'avoir évalué le comportement interférent avec le suivi. Et garder ou retrouver de la compassion face à l'usager. Fait que s'assurer qu'on veuille, qu'on soit encore dans cet esprit de compassion où est-ce qu'on veut aider notre usager et qu'on n'est pas complètement fermé parce qu'on est trop usé, par exemple, par les comportements interférents. Et tout au long du processus, on veut obtenir la collaboration de l'usager dans la résolution de problèmes pour justement diminuer les comportements interférents avec le suivi. Alors, on doit prioriser aussi les comportements interférents avec le suivi parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Fait que voilà, en gros, comment on priorise.
Alors, c'est sûr que des comportements qui risquent de détruire le suivi. Fait que la personne qui, par exemple, vient dans le suivi puis dit, ben, je ne veux plus revenir à aucune rencontre, ben, c'est sûr que c'est ça qu'il faut traiter en priorité puis essayer de dénouer cette impasse-là tout de suite quand ça se passe. Les comportements qui interfèrent immédiatement dans la séance. Fait que, par exemple, s'il y a un mutisme presque total tout au long de la séance, ben, on doit le traiter en priorité. Comme troisième priorité, les comportements interférents avec le suivi qui entraînent des comportements menaçant la vie. Par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas utilisé son plan de sécurité et qui aurait fait un geste suicidaire ou qui aurait fait de l'automutilation, ben on va regarder avec lui qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas utilisé le plan qu'on avait convenu ensemble. Fait que ça reste quand même dans les priorités. On veut qu'il reste en vie pour poursuivre le suivi. La quatrième priorité, tous les comportements interférents qui sont similaires à ceux qui se produisent à l'extérieur. Alors, par exemple, si j'ai une usagère qui a beaucoup de conflits interpersonnels et que dans la relation, durant les séances, dans la relation avec moi, que je vois que la relation est difficile, bien, il y a des choses dans ces comportements interférents-là qui sont les mêmes que ce qui se passe à l'extérieur. Alors, je vais euh, les, euh, les traiter, les adresser à ce moment-là. Puis finalement, qui est un peu moindre importance, mais quand il y a le manque de progrès dans le suivi ou les comportements interférents qui risquent d'entraîner le burn-out de l'intervenant. Comment on fait pour traiter les comportements interférents avec le suivi? Alors, première chose, comme j'ai déjà dit, on va informer l'usager ou l'usagère à l'idée des comportements interférents avec le suivi. Comme je disais dès le départ, en TCD, dès la phase de pré-traitement, fait qu'au moment où est-ce qu'on évalue, où est-ce qu'on regarde, est-ce que ce traitement-là, c'est quoi nos objectifs de traitement, on va nommer les comportements interférents. Si je prends un exemple pour aller à travers ces étapes-là, l'exemple, par exemple, d'une usagère qui aurait de la difficulté à faire ses pratiques d'exercice entre les rencontres avec moi, je vais dans ma tête définir les différents comportements interférents qu'elle a et choisir quel cibler. Fait que dans ce cas-ci, je ne vous dis pas tous les autres comportements interférents qu'elle avait, mais j'ai choisi de cibler celui-là, puis d'ignorer peut-être d'autres comportements. S'il y a, par exemple, un peu d'argumentation dans les séances, pour moi, c'est de moins grande intensité que de ne pas pratiquer ces exercices à domicile, dans ce cas-ci, pour cette usagère-là. Donc, j'ai décidé avec elle que ça serait important de cibler le comportement du manque de pratique entre les rencontres. Et donc, à la prochaine rencontre, je vais préciser à l'usager, à l'usagère dans ce cas-ci, le comportement ciblé. Donc, je remarque au fil des rencontres que tu as de la difficulté à faire la pratique de ce qu'on avait convenu dans les dernières rencontres. Et là, je vais évaluer avec elle qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui entretient ce comportement interférent. Comme c'est l'absence d'un comportement, je peux faire ce qu'on appelle en TCD l'analyse des liens manquants. Dans ce cas-ci, on a comme 4 questions qu'on peut poser. Euh, Est-ce que tu savais ce que tu avais à faire? Là, la personne peut me répondre oui ou non. Si c'est non, je vais tout de suite aller à résoudre ce problème-là. Donc, si tu ne savais pas, on va s'assurer que tu saches la prochaine fois. Je vous nomme les autres questions. La deuxième question qu'on pose, est-ce que tu avais la volonté de le faire? Oui ou non? Si c'est oui, on continue à la troisième question. Est-ce que tu as pensé à le faire? Oui ou non? Et quatrième question, quand tu as pensé, quels ont été les obstacles à faire ce qui t'était demandé? Dans ce cas-ci, la personne m'a répondu, oui, j'avais la volonté, je savais quoi faire, j'avais la volonté, j'y ai pensé, puis au moment où est-ce que je suis arrivée pour faire l'exercice, dans son cas, c'était de faire une demande efficace à son enseignant à l'université pour avoir un accommodement dans un travail.
Donc, ce qui a été un facteur qui entretenait le comportement interférent de ne pas faire cette demande-là à son enseignant, ça a été la honte. Donc, on a, à partir de l'évaluation, puis de voir qu'est-ce qui entretient, puis c'est quoi les points importants à retenir, on a regardé ensemble un plan de résolution de problème. Donc, on a sorti plusieurs solutions. On a trouvé une ou deux solutions à faire ensemble. On a pratiqué la solution. Fait que j'ai obtenu son engagement à mettre en pratique cette solution-là qu'on avait pratiquée ensemble. Fait qu'on pratiquait à faire l'intervention auprès de l'intervenant et aussi prévoir les obstacles. Qu'est-ce que tu penses qui peut t'empêcher de faire ta demande au courant de la semaine? Et là, essayer de surmonter ces obstacles-là. Puis, à la prochaine rencontre, on va faire un retour sur l'exécution du plan, puis résoudre s'il reste des obstacles. Alors, en résumé, juste dans le temps, les comportements interférents avec le suivi sont inévitables. En prendre conscience et les traiter en cours de suivi vont augmenter l'efficacité de ce suivi. Puis, il est primordial d'adopter une attitude non jugeante, de curiosité et de travailler en collaboration avec l'usager pour les diminuer. Voici mes références. Merci Hélène, c'est très intéressant comme présentation.